Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. French Morning, le premier média en ligne pour les francophones aux États-Unis. C'est déjà le 96e épisode qui inaugure cette semaine la 4e saison de Sounds Like Portraits avec Gilles Ben-Simon, photographe et ex-directeur artistique du magazine Elle, version américaine. Dans son appartement de Soho, il m'a raconté sa dyslexie, ses débuts à Paris en 1967 pour le magazine Elle et sa recherche incessante pour réussir ses photos. Il évoque aussi ses rencontres photographiques avec Cindy Crawford, Naomi Campbell, Ellie Macpherson, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker ou Uma Thurman. À chaque fois, il cherche à faire en sorte que ses photos recueillent quelque chose d'imprévu avec ses modèles. Un peu de légèreté pour commencer l'année, certes, mais comme le disait Paul Valéry, il n'y a rien de plus profond que la peau. Et à ce propos, je lui ai demandé comment faire un nu en photographie. C'est la question de la semaine, écoutez sa réponse, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à ne rien faire. Je me suis même laissé dire que, enfant, vous n'aviez pas du tout envie de travailler. De quand date le changement Quand est-ce que vous vous êtes vraiment mis à travailler? Parce que vous travaillez beaucoup. La réalité, c'est on a été élevés, mes frères et moi, de manière un peu particulière, mais je crois que c'est le propre. Chacun sa propre histoire. Mais moi, j'avais une grand-mère qui, justement, ne travaillait pas. On n'avait pas besoin de travailler, d'ailleurs. Et elle avait une vie, je voyais qu'une partie de sa vie. Quand je la voyais, c'est-à-dire qu'elle se levait, elle était prête vers 11h30, midi, elle était prête. Et à ce moment-là, aux environs de midi et demi, elle passait par-dessus sa combinaison, ce que j'imagine est un tailleur Chanel. Mais quand je la voyais dans son appartement, qui était un appartement très bourgeois, plein de mystères, et surtout quand on est enfant, avec des rideaux épais, une espèce de silence, je trouvais sa vie idéale. Moi, c'était ce que je voulais. Donc je me suis dit, je voulais être comme ma grand-mère. Et je voyais que les gens qui travaillaient, ils avaient des costumes gris. Et les cheveux bien tirés en arrière, ce qui était l'époque. Donc je me suis dit aujourd'hui, j'ai dit, mais travailler. Je ne comprenais pas. Donc je dis, je ne voulais rien faire comme elle. Et quand est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est par nécessité ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un déclic et qui vous a engagé sur une voie où vous avez commencé à beaucoup travailler? J'aime pas dire le mot hasard, parce que je crois que le hasard n'existe pas. Dyslexique, mes études étaient un peu, comment dirais-je, difficiles. J'ai fait un nombre d'écoles dont je ne peux même pas me rappeler. Et puis, je préparais les arts déco. Et puis, en même temps, c'est le moment de partir à l'armée. Je suis parti à l'armée. Vous étiez où? Le régiment semi-disciplinaire, je crois, à la frontière allemande. Parce que je suis parti, en réalité aussi, ce qui s'est passé, j'ai reçu mon invitation à aller à l'armée. Mais c'était début juin. Et moi, début juin, ça ne me convenait absolument pas. Et j'avais dû trouver du travail au Club Méditerranée pour l'été. Ah, donc je me suis dit, je vais peut-être passer d'abord l'été au Club Méditerranée à travailler. Moniteur de voile, c'était pas. Donc je vais faire comme si j'ai pas reçu ce mot. Donc au mois de septembre, les gendarmes sont venus me chercher. L'armée, c'était un grand moment de silence. Ça m'a pas été désagréable d'ailleurs. Quand je suis revenu donc, du service militaire, je me suis dit, bon, comme je dessinais, je vais être illustrateur. Et puis, je me suis dit, il faudrait que je fasse un stage chez un photographe de manière à ce que je puisse utiliser la photographie dans l'illustration peut-être. Et puis, j'ai fait un stage chez un photographe. Et puis, Qui était ce photographe? il avait un nom que j'aime beaucoup, il s'appelait Jean Coquin. Et il avait un studio dans le 16e arrondissement, mais il faisait tout. Aussi bien des voitures que des produits de beauté, que des portraits, que de la mode. Et je suis resté quelques mois là, chez lui. Parlez-moi de votre premier appareil photo. Un premier appareil photo, donc on est 4 frères. Comme on n'habitait pas, on ne vivait pas avec notre mère, on passait les vacances avec notre mère. Donc on allait en Bretagne, l'été, à la pointe de Pinmar, ça s'appelle Kiriti. Bon, il n'y a pas grand monde qui va là-bas parce qu'il n'y a même pas un arbre qui pousse au milieu du vent.
Et j'ai eu envie de faire photographier mon frère parce qu'il y avait ce fond de l'eau. Quand la mer sortit, il y a les rochers, il y a le fond de l'eau. Et c'était assez mystérieux. Et je me suis dit, il faut que je le photographie. Donc j'ai acheté un appareil photo. Je ne peux pas dire exactement l'appareil photo que j'ai acheté, mais je me demande si ce n'était pas un Brownie Flash, ces boîtes carrées, ou un autre, je ne me souviens pas. Et avec un film, j'ai fait la photo de mon frère, et après je me suis plus servi de cet appareil photo. Comment se fait-il qu'à partir de là, vous n'ayez pas continué dans la photo? Comment se fait-il qu'il y ait eu ce grand sommeil? Pas un grand sommeil. L'époque était, je reviens toujours à cette histoire d'époque, que la chose qu'on avait, c'était la littérature. Donc on habitait avec mon père, mes frères et moi, et il avait une manière, c'est-à-dire que dans les livres, dans sa bibliothèque, il y avait 5 croix pour les très bons livres, jusqu'à une croix pour pas bon. Donc j'ai lu très tôt. La littérature prenait une place très importante. Donc on passait mon temps à lire, je ne me posais pas de questions tellement sur est-ce que j'allais travailler ou pas. C'était pas. Vous évoquiez tout à l'heure votre dyslexie. Est-ce qu'avec le recul, ces problèmes par rapport à l'écriture, est-ce que ça ne vous a pas aidé dans votre parcours de photographe? Si on a une jambe plus courte que l'autre, on apprend ses voix de l'autre. Ma dyslexie, je crois que j'ai compris. Moi, après, maintenant, je dirais que j'étais légèrement autiste, peut-être. Dyslexique, oui, sûrement, mais je ne le savais pas. La dyslexie, quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, est-ce que ça vous a isolé des autres? Isolé parce que, par exemple, l'incapacité d'apprendre, si ce n'est à apprendre par cœur, où il fallait que je recompose dans ma tête toute une organisation pour comprendre. Même maintenant, c'est la difficulté de comprendre. Même si on me disait, tu sors dans la rue, tu prends la deuxième à droite et après la cinquième à gauche, je comprends absolument pas. Même encore maintenant, on me dit, il faut tourner à droite, je fais un geste avec ma main pour écrire, pour savoir, pour être sûr que c'est du bon côté. Ça m'isolait beaucoup. Et puis, il faut dire aussi que s'appelait Ben Simon dans le 7e arrondissement à l'époque. Ben Simon, d'un seul coup, on m'a traité de juif, sale juif. Alors bon, ma mère C'était à quelle époque ça? les années 50. Et donc, comme ma mère m'avait toujours dit, elle m'a dit, chez nous, on ne refuse pas une belle bagarre. Aujourd'hui, vous ne sortez pas sans appareil photo. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne pouviez pas prendre de photos avec un appareil? Qu'est-ce qui se passerait dans votre tête? Moi, je pense, j'ai toujours dit que je fais mes meilleures photos sans appareil photo. C'est-à-dire, c'est le regard qu'on porte sur les choses. C'est drôle de dire ça parce que l'appareil photo en soi n'est pas la solution. J'ai quelqu'un que je connais qui a perdu la vue et un de mes frères lui posait une question. Il lui a dit, vous qui avez la vue, vous voyez mais vous ne regardez pas. Et je crois que si on regarde, c'est un peu différent. Qu'est-ce que regarder nécessite au fond? Je ne suis pas très social, disons. Pas social, mais je ne suis pas très social. Mon isolement fait que je regarde, tout. Bon, dans cet appartement où je vis, qui est un peu comme une grotte, je peux dire, je n'arrête pas de regarder. Je ne m'habitue pas à être là. Chaque chose, je le vois, je regarde chaque fois. Donc, les photos, elles m'attrapent elles-mêmes. Bon, c'est un grand mot de dire ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on parlait de dyslexie, vous me parliez de votre difficulté à apprendre des choses dès que ça devenait un peu abstrait. Finalement, la dyslexie, ça vous raccroche, ça vous fait adhérer au moment présent. C'est un avantage aussi. Oui, je crois que c'est pas un choix. Il y a un grand isolement. Donc, regarder devient essentiel. Et les livres m'ont amené tellement. Moby Dick, moi qui étais passionné de voile et de navigation, c'était un rêve, Moby Dick. C'était plus que la Bible. Je reviens à la différence entre voir et regarder. Regarder, c'est percevoir ce qui est derrière la surface des choses. C'est un peu comme ça qu'on peut le Il y a voir. tellement de choses à voir. Par exemple, quand j'ai une prise de vue à faire, très souvent, la plupart du temps, j'aime pas dire que je la prépare parce que je sais qu'au moment, si je parle des photos en extérieur, le moment et ce qui va se passer à ce moment-là qui va faire
que la photo que va arriver. J'aime qu'il se passe quelque chose qui ne va pas revenir une autre fois. Ce que je comprends, c'est que quand vous prenez une photo, d'une certaine façon, vous êtes un peu témoin de ce qui se passe. Témoin et surpris, étonné. Et puis l'envie d'attraper cette image. On était interpellé par des choses. Et puis les photos, souvent, bon, j'en fais tous les jours, mais elles m'interpellent, elles. D'un seul coup, il faut que je la prenne, cette photo. Ce qui me surprend, c'est très souvent, j'ai l'impression que j'ai pris la photo, mais d'un seul coup, je vois une image, je dis oui, c'était ça. Mais vous la voyez sur l'écran de votre appareil ou dans votre esprit? Après, quand je les développe, maintenant sur l'ordinateur, je dis oui, mais c'était là. Alors, si on continue le chemin, en 1967, vous êtes entré chez Elle dans la version française du magazine. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? J'ai eu un rendez-vous avec leur directeur qui était un Polonais qui s'appelait Roman Tilewicz, qui m'a donné des photos, mais un peu au compte-gouttes. Je faisais pas. Je passais tous les débuts de semaine et on me donnait 2 pages, des fois 4 pages. Et vous vous souvenez de ces premières photos? Oui, je me souviens, c'était un peu frustrant parce que lui était très graphiste. Et moi, j'avais envie de faire des photos différentes. Je regardais beaucoup de magazines américains toute mon enfance. Donc j'avais une envie de certaines choses différentes. Et lui, il faisait des choses très graphiques. Bon, donc ça se passait pas si bien. Mais après, bon, il y a eu un photographe, il y a eu un maquettiste allemand qui quittait le journal, il s'appelait Rudi Waldvogel, qui m'a appelé à Hambourg pour me faire, à ce moment-là, me proposer des séries très importantes dans des magazines allemands de Gruner & Jahr. Bon, ben, je suis parti, c'était une nouvelle aventure quand même. Mais c'était quoi, au fond, ce que vous aviez envie de faire à l'époque? J'ai envie de faire des photos qui ressemblaient au magazine allemand qui était donc Mademoiselle, qui était un grand magazine à l'époque aux États-Unis. C'est dire des photos en extérieur avec du mouvement, avec des choses, avec que je trouvais plus Plus naturel, c'est ça? c'est naturel, c'est pas vraiment, oui, ça a l'air d'être naturel, mais avec une vie, disons, vie qui bouge plus, que c'était pas immobile. Quand vous dites ça a l'air d'être naturel, c'est là tout le processus créatif, c'est de donner l'air naturel. Non, parce que la photo arrête. La photo n'est pas la vérité. C'est une vérité qu'on arrête. Avec le recul, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo de mode pour vous? Les bonnes photos, c'est des photos qui sont pour moi un peu hors du temps, mais en même temps qui disent un moment qui ne va pas se reproduire. J'ai fait une photo pour le Vogue Paris avec une fille qui s'appelle Edita. Et c'était une prise de vue qui était un peu difficile parce qu'on était sur un bateau à voile à Saint-Barth. L'idée était excellente. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, mais c'était Edita. Et d'un courage fou et en un temps record, on a fait des photos que j'aime beaucoup. Et il y a une photo en particulier qu'on m'a demandé de refaire, où elle était assise à l'avant du bateau. Eh bien, je l'ai refait avec des mannequins connus, c'est-à-dire je l'ai refait avec Chrissy Turlington. Chrissy Turlington, c'est un monument dans notre métier. Eh bien, j'ai jamais réussi à faire la photo. Qu'est-ce que c'est un grand mannequin pour vous? J'aime pas le terme top modèle ou grand mannequin. Je trouve qu'il y a des filles avec qui moi j'ai travaillé très très bien. J'aime pas le mot travailler, mais avec qui ça se passe. Je le dis toujours, on ne travaille pas, on fait des photos. Je leur dis au début des photos. Parce que moi, je me suis toujours mis à la place des filles et j'ai toujours pensé que quand les gens vous photographient, donc qui vous regardent, avec un certain nombre de gens autour de vous, il peut avoir un coiffeur, un maquilleur, une assistante, un assistant, une rédactrice, et si c'est de la pub, il y a encore plus de gens. Si ça dure un certain temps, je me suis dit, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais j'ai vu, t'entends le désarroi chez certaines filles. Il y en a qui ont une énergie, par exemple, ou une volonté de participer à la photo. Par exemple, Linda Evangelista, je dirais que c'est un grand mannequin parce qu'elle arrive à sublimer quand même. On voit qu'elle participe, vraiment, vraiment. Donc une bonne photo de mode, c'est un partage au fond, c'est un Bien sûr, c'est un échange. partage. Bien sûr, c'est un partage, je sais pas. Je vois toujours, on signe toujours le nom du photographe, mais tout le monde a de l'importance. La rédactrice peut être absolument essentielle. Il y a des coiffeurs, par exemple, il y en a qui s'appelait Horibé. Lui, il avait un clou de magique. On ne peut pas expliquer pourquoi non plus. Bon, il y a des maquilleurs incroyables. Il y a un tas de gens qui ont du talent. Donc, par moment, on a la chance de travailler avec une équipe où ils sont tous talentueux.
Par moment, non. Par moment, on doit faire un peu plus. Par moment, on fait avec rien. Juste avant le shooting, dans quel état êtes-vous? Quel genre de questions est-ce que vous vous posez? Je suis extrêmement angoissé. Je pense que ça va pas aller. Je pense toujours que je vais pas réussir. Bon, quand je suis en studio, je fais jamais la même lumière vraiment. Je refais, je défais. Alors que je pourrais garder une lumière, ça suffit. Abdon, il a fait toute sa vie pratiquement une seule lumière, et Penn aussi. Et c'est pourtant des photographes importants. Moi, je ne suis pas convaincu, je suis très angoissé avant de faire des photos. Avant, vous êtes angoissé, mais finalement, ce que vous cherchez avec le modèle que vous photographiez, c'est un rapport de confiance. Est-ce que vous êtes angoissé de ne pas trouver cette confiance dans Oui, la photo? oui, angoissé. Et puis angoissé de ne pas arriver à faire les images que je veux. Et puis le temps. Alors, c'est pas que j'aime aller vite, parce que j'ai l'impression qu'il y a une urgence, qu'il faut que je prenne cette photo vite, plus vite, plus vite. Et j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça va jamais assez vite. Quand vous commencez le shooting, est-ce que vous lui parlez? Je plaisante, j'essaie qu'il y a une énergie. Et puis tout de suite, j'essaie que la première photo aille vite, de manière à ce qu'elle dise ça va, j'ai du talent, ça va aller. Et qu'elle ait même elle ait le sentiment que tout va bien, que c'est incroyable, que tout roule, tout. Il n'y a pas un doute, il n'y a pas de. J'aime quand ça, elles ont ce sentiment. Est-ce qu'il y a des mannequins, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont fait sortir de votre zone de confort, de ce que vous aviez l'intention de faire au début, et qui vous ont fait faire des photos magnifiques? Mais je suis jamais vraiment dans une zone de confort. Je crois que j'y suis, mais non, j'y suis pas. Ça veut dire que je tombe tout le temps. On marche, je recule et je tombe. Ma zone de confort, elle n'existe pas. Je suis capable de traverser la rue, par exemple, même si des voitures sont regardées. Parce que faut que je sois là. Mais je parle de la zone de confort derrière votre Pas objectif. jamais confortable. Derrière l'objectif, vous n'êtes jamais confortable, c'est ça que vous dites? Non, oui, j'ai besoin de prendre des photos, mais je suis pas confortable. Non, je suis pas confortable. Si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on prenne quelques grands noms de mannequins et que vous me donniez quelques anecdotes ou un mot qui caractérise cette relation que vous avez eue avec eux pendant le shooting. Et on pourrait commencer avec Cindy Crawford. Cindy, non, moi, Cindy, j'ai trouvé magnifique. On a très bien travaillé avec Cindy, tout le temps. Mais on est proches, mais on n'a jamais été amis. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec elle? C'est quelqu'un en dehors des normes. Il y a une force chez elle incroyable. Et j'ai eu à chaque fois beaucoup, beaucoup de plaisir à faire des photos avec elle. Naomi Campbell. Bon, Naomi, pour moi, c'est Azina Laya, parce que je l'ai rencontrée là-bas. Je ne fais pas des photos avec Naomi. Je dirais que je fais des photos pour Naomi quand je fais des photos avec elle. C'est quelqu'un, si on a besoin d'elle, je ne suis pas proche d'elle, hein, je ne l'appelle pas tous les jours. Mais si je l'appelais pour lui demander quelque chose, je suis certain qu'elle répondrait de manière positive. Est-ce que c'est dire qu'un shooting, un peu comme une interview avec quelqu'un, ça permet de gagner du temps? On sait beaucoup plus vite à qui on a affaire. Un peu, pas autant. Peut-être pas autant. Par exemple, j'ai toujours aimé photographier Chrissy Turlington, mais à chaque fois, j'avais une espèce de panique de ne pas être sûr de faire d'assez bonnes photos avec elle. Inès de la Fressange. Inès, je l'ai connue quand elle n'était pas mannequin. J'avais un studio avec d'autres photographes rue du Mont-Tabor. J'ai fait plein de photos avec elle. Elle a dit gentiment une fois que j'ai fait sa meilleure photo. Je sais pas. Il y a une photo que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup que j'aime d'elle, mais c'est une surtout, elle a dû quitter Chanel. Et pas moi d'ailleurs, c'était Anne-Marie Perrier qui dirigeait l'EL à l'époque, qui a décidé qu'on allait faire la couverture avec elle. Mais au moment où elle est renvoyée de Chanel. Et donc moi, je suis venu de New York, juste pour faire cette photo, cette couverture. Et la photo, elle va dire magnifique, mais peut-être qu'elle avait beaucoup à dire, cette photo aussi. Gwyneth Paltrow. Gwyneth, c'est une actrice. Qu'est-ce que ça apporte qu'un mannequin soit aussi Je crois que actrice? c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, je pense. Uma Thurman, c'était à chaque fois un rêve de la photographier. Bon, voilà. Mais je ne crois pas que les actrices sont meilleures actrices dans les photos. Parce que ce qu'on photographie, c'est elles. Mais pourquoi c'est si difficile de photographier quelqu'un,
Le cœur du travail, pour vous, c'est d'arriver à photographier non pas seulement l'apparence, mais comment dire, la personnalité, le cœur de quelqu'un. Oui, c'est aussi le regard qu'on porte sur elle. Par exemple, en ce moment, je travaille pour d'autres gens, mais je travaille pour Maxim. Alors, c'est un magazine américain. Et les filles doivent être sexy, mais elles ne peuvent pas être nues. On ne peut rien montrer du tout. Donc, elles sont à la fois habillées, mais il faut qu'elles soient sexy. Et maintenant, pour des raisons de budget, j'imagine, on est toujours en studio. Donc, il y a une fille qui arrive, et j'ai eu une journée, quelques heures, pour faire des photos d'elle sexy. Je me dis, mais comment je vais réussir? J'ai envie que les photos dégagent quelque chose, mais j'ai pas envie qu'elle pose de manière sexy. Je veux dire, Que ce soit vulgaire. Oui, c'est pas vulgaire, mais j'ai envie de quelque chose qui me semble impossible à faire. Je suis très mal à l'aise devant la nudité, par exemple. C'est difficile de photographier un corps nu. J'ai beaucoup de difficultés. Je fais pas de nu. Non, la nudité me met... Il faudrait que ça soit une vérité en même temps, qu'il y ait une raison qu'elle soit nue. Parce que je vois pas pourquoi elle est nue et nous, on ne le serait pas. Je veux dire que on l'oblige... En fait, elle n'est pas nue, on la dénude. C'est ça la différence. C'est-à-dire le regard que nous, on va porter sur elle. Le problème d'une photo de nue, il faut demander à la fille de se déshabiller. Et Dieu sait si j'aime les femmes, mais je ne suis pas contre de faire des photos de nue si c'est dans des... Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que... Ou si elle avait envie que je la photographie nue, par exemple. Peut-être dans ces cas-là, je le ferais. Un mannequin qui a compté beaucoup, qui compte beaucoup pour vous, Ellie Macpherson. Oh, parce qu'elle, d'abord, on est très proches. Vous l'avez épousée. Je l'ai épousée. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial quand vous l'avez devant votre objectif? Elle, c'est autre chose. Quand je la vois, je ne vois pas d'âge. Je vois la même, je vois elle comme elle est. Je ne vois pas. C'est peut-être ça, justement, regarder, c'est voir au-delà de ce qu'il y a à voir. Oui, je suis pas... Il y a une chose que je n'aime pas beaucoup, c'est quand pendant les prises de vue, on a une fille qui arrive et qui n'est pas extraordinaire. Et à ce moment-là, les gens disent, le coiffeur, maquilleur, la rédactrice peut dire, ah là, elle n'est pas terrible, vraiment. Et moi, je dis toujours, non, non, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont quelque chose. Toutes les femmes sont belles. Et le travail du photographe, c'est de mettre en valeur cette beauté plus ou moins manifeste. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. 2 derniers noms dans ma liste, Sarah Jessica Parker. J'ai aimé la photographier parce que c'est pas un mannequin. Elle avait réussi dans cette série télé à être absolument incroyable, à la fois tellement belle, sexy, jolie, vivante. Sex in the City. Sex and the City. Et en fait, elle n'est pas, quand on la voit, elle n'est pas forcément ça. Donc c'était très agréable de travailler avec elle parce que ça correspondait bien à la philosophie que j'avais. Mais parce que c'est une actrice. Dans son cas-là, oui. Mais elle jouait, elle a joué quelque chose et elle a réussi, je veux dire. Et inversement, un mannequin ne doit pas jouer, c'est ça que vous dites. Peut-être un peu, mais moi, j'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte d'elle qu'elle n'a pas prévu. Est-ce qu'il arrive que certains mannequins soient touchés, soient émus, soient bouleversés par certaines de vos photos? Je ne sais pas. Vous n'avez pas de retour? Si, mais moi, je serais mannequin, je devrais dire que j'aime les photos. J'aime mieux quand elle les aime, bien sûr. Mais bon, j'attends pas ce qu'elle les aime forcément. J'aimerais qu'elle les aime, bien sûr. Les photographes de mode ont rarement une carrière aussi longue que la vôtre. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez avoir fait une œuvre? Ah, sûrement pas. Moi, je pense que je suis un jeune photographe et je pense que c'est les photos que je vais faire maintenant qui seront les bonnes photos. Mais l'œuvre, ça, non. Je vais le dire d'une autre façon. La reconnaissance, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous? Ça, j'ai jamais ce sentiment, alors. Je me bats beaucoup pour travailler encore. J'aurais beaucoup de mal à vivre sans faire des photos. J'adore quand les gens m'appellent, je peux prendre l'avion 4 fois dans le mois pour traverser l'Atlantique pour faire des photos qui ne vont même pas payer mon billet d'avion. Non, moi j'en ai besoin. Beaucoup. J'ai peut-être besoin plus que les journaux eux-mêmes. C'est le dernier moment de l'entretien. J'appelle ça le moment de solitude. Je vais vous donner le micro et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous souhaitez
à cet entretien? Voilà une bien difficile question. Bon, j'ai juste l'impression que tout est encore à faire. Merci Gilles Ben-Simon d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. C'était Philippe Ingard, à bientôt.